Aujourd'hui, nous allons parler des matières qui sont des matières historiques en Europe. Donc, quand l'ancien devient l'avenir, et nous avons une belle brochette d'experts sur le sujet. Alix Pellet, brand directeur chez Safilin, qui est donc l'entreprise européenne de filature de lin. Olivier Segard, dirigeant de Segard Mazurel pour la laine. Olivier Ducatillon, directeur chez Le Maître de Mester, un tissage français d'excellence. Julien Tuffery, directeur des ateliers Tuffery, qui va nous raconter de quoi on parle quand on parle de jean français. Et Paul Boyer, directeur de l'Important. Alors, je vais vous demander tout à l'heure de vous présenter. Je voudrais juste faire une petite introduction sur ces matières. Des matières premières naturelles qui font partie de notre patrimoine immatériel depuis la nuit des temps, qui ont, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, subi l'assaut des matières artificielles comme la viscose ou issues du pétrole, nylon, polyester. Polyester qui fait partie qui représente 80% des matières mondiales pour l'industrie de la mode, avec les problèmes environnementaux et sociaux que l'on connaît. Alors, ces matières sont biodégradables, ce qui n'est pas le cas des matières artificielles ou issues du pétrole. Elles reviennent sur le devant de la scène à la demande croissante des consommatrices et des consommateurs avertis sur les enjeux environnementaux, sociaux et sanitaires de leurs vêtements. Alors, faisons d'abord un petit tour d'horizon. Alix, est-ce que tu peux… vous avez du temps, on a 1 heure et quart de table ronde, donc on a vraiment le temps de bien s'étaler sur les sujets. On va commencer honneur aux dames par Alix, qui va nous présenter, se présenter d'abord elle-même et puis présenter son entreprise. Alors, bonjour à tous, ravie de participer à cette table ronde. Donc, Alix Pellet, donc moi j'ai rejoint la filature Safilin. J'ai une longue expérience dans le lin. Donc, Safilin, c'est une filature qui a plus de 200 ans, à Sailly-sur-la-Lys, dans le nord de la France. Il y a 20 ans, il a fallu qu'elle délocalise sa dernière chaîne de production en Pologne. Donc, on a 2 filatures, une eau mouillée et une eau sec en Pologne, pour faire la plus large gamme possible de fils en lin tracés 100% européens. On est la dernière filature aujourd'hui 100% européenne. Et on est positionné sur du haut de gamme et du premium, du fil de qualité traçable. Alors, Voilà. c'est une filature, je me permets de te couper la parole, excuse-moi. C'est une filature qui est certifiée Masters of Linen. On reviendra sur les certifications plus tard, mais je voulais quand même le préciser là. Oui, tout à fait. Master of Linen. Donc voilà, plus particulièrement, moi je m'occupe de développer une nouvelle offre, donc directement à destination des marques, pour les aider à développer leur supply chain, donc une supply chain européenne à base de fils de lin tracés Safilin. Parce que souvent les marques sont un peu perdues, elles veulent se mettre aux matières naturelles et au lin, mais elles ne savent pas par quel bout le prendre. Et voilà, donc nous, on est entouré de tout un écosystème de tricoteurs-tisseurs, dont il y a d'autres représentants ici autour de la table. Et justement, en fonction de leur cahier des charges et de leur positionnement, on les accompagne voilà, vers telle ou telle supply chain. Et on offre aussi un accompagnement pédagogique pour les aider à valoriser tout ce circuit court et ces valeurs naturelles éco-responsables auprès de leurs consommateurs finaux. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra sur ce sujet plus en détail tout à l'heure. Je vais maintenant donner la parole, par exemple, à Olivier Segard, qui va nous parler de son entreprise et de la laine. Bonjour à tous, ravi d'être présent aussi. Olivier Segard, donc je représente la société Segard Mazurel. Nous sommes un acteur de la filière lainière depuis 174 ans. Nous sommes installés en Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie et France-Belgique, Tourcoing-Moucron pour être local. Donc nous fournissons la laine à l'industrie textile, c'est notre métier de négociant. Nous offrons aussi des services aux éleveurs de moutons pour la vente de leur laine. Nous sommes courtiers, nous mettons en vente la laine aux enchères pour le compte des éleveurs.
et leur donnons des conseils suivant le marché, autre chose. Et puis, plus dernièrement, depuis quelques années, nous avons développé un service aux marques, où là, nous apportons en plus de la matière toute une traçabilité, puis des garanties sociales, environnementales et bien-être des animaux. Et en plus du lien que nous souhaitons mettre en place entre les éleveurs et les marques. Voilà, on a commencé ça en Afrique du Sud il y a quelques années et ça fonctionne bien. Et puis, on est en train de transposer ça d'une certaine façon en France en ce moment. Merci Olivier, merci Olivier. Ah ben, passons au deuxième Olivier de cette table ronde. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter le maître de Mester et te présenter aussi par la même occasion? Je suis donc dirigeant de Le Maître de Mester. Le Maître de Mester est une société de 1835 près de Lille, à Luin, dans le berceau du textile et du lin. Et nous sommes le dernier spécialiste de tissage de lin en France. Je dis bien dernier spécialiste, à savoir qu'il y a d'autres gens qui tissent du lin, mais nous, on ne fait que du lin, certes mélangé avec d'autres fibres, et c'est pour ça que je me permets, c'est pas parce que j'ai la grosse tête ou que je suis mégalo, même si je le suis sûrement un petit peu, mais que nous sommes vraiment le dernier spécialiste du tissage de lin en France. On est présent au départ sur les marchés de l'ameublement, de la déco. On a ensuite évolué vers le linge de maison et pour être aujourd'hui sur le prêt-à-porter, c'est assez récent. Et on vient de se mettre sur le prêt-à-porter également. J'aime bien un peu nous définir comme des résistants ou le village gaulois du tissage de lin. Il y a 5 ans, beaucoup de gens me prenaient pour un idéaliste un peu farfelu qui ne jurait que par le Made in France et par le lin tous azimuts, étant ce que j'appelais à l'époque l'orgasme écologique. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir raison trop tôt, la preuve, mais aujourd'hui, on voit que les consommateurs ont fait un virage énorme et qu'il y a vraiment une remise en cause complète et des attentes complètement nouvelles et auxquelles tout le monde essaye de s'adapter. Donc, nous avons été rachetés en mai dernier par une coopérative agricole normande qui s'appelle NatUp et avec qui nous partageons cette vision commune de faire une filière 100% lin complètement française, de la fibre jusqu'au tissu. Voilà. Ok, bon, on reviendra sur cette histoire de filière française et c'est très intéressant au niveau de la traçabilité justement. Est-ce qu'elle est vraiment possible? Ça, c'est une autre question, mais tu nous en diras plus tout à l'heure. Julien, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise patrimoniale, toi aussi? Oui, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc, je suis Julien Tuffery. Je suis en charge d'atelier Tuffery. Donc, nous sommes une très ancienne, alors moins qu'Olivier, mais une très ancienne manufacture française qui a été fondée par mon arrière-grand-père. Donc là, actuellement, je regarde par la fenêtre. Je suis au milieu de mes Cévennes, dans le sud de la France. Donc, l'entreprise est historiquement basée là. Nous sommes, je pense que je fais partie de autour de cette table-là, des personnes qui arrivent le plus en aval de la filière, puisque nous, on est tailleurs-confectionneurs. C'est-à-dire que notre compétence commence quand on reçoit des rouleaux de toile. Alors, la particularité de la maison Tuffery, c'est que certes, on est une marque spécialisée notamment dans le jean, mais on est une marque fabricante. C'est-à-dire qu'on a notre outil de fabrication, notre outil de confection. Et aujourd'hui, je suis la 4e génération. Je dirige l'entreprise avec ma compagne, avec ma femme, Myriam. Et quand on a repris la manufacture qui était clairement, enfin, qu'il y a 10 ans, elle était vouée à disparaître, on l'a réactualisée, mais on l'a réactualisée d'une manière assez particulière. Enfin, si je vous dis ça, c'est que ça va en dire long aussi sur cette recherche de fibres. C'est que clairement, aujourd'hui, on fait dans l'atelier, juste en bas de là où je vous parle, on exerce quasiment le même métier que celui de mon arrière-grand-père, c'est-à-dire qu'on taille et on confectionne des jeans. Mis à part la technologie des machines et un petit peu le process, mais les gestes n'ont quasiment pas changé.
Mais notre pari avec Myriam, c'était de conserver ce mariage, de conserver cette très, très vieille authenticité et de la marier avec toutes les techniques modernes aujourd'hui qu'on aurait mis en place si on avait recréé une société. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par le web et par le digital, donc ça, c'est un fait. Et ensuite, il y a une deuxième chose, on aime bien se dire qu'Atelier Tuffery, c'est une mode pointue, respectueuse des traditions du passé, mais surtout innovante sur les enjeux à venir. Et d'où le fait des fibres. Aujourd'hui, on est dans les Cévennes, on est en plein milieu du parc national des Cévennes, on est sur une terre de laine et sur une terre historique de chanvre. Donc, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup posé la question sur ces nouvelles matières. Depuis quelques années, on a dépensé beaucoup d'argent pour obtenir ces fameuses sergées, donc ces toiles de jean intégrant chanvre et laine. Et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on parle beaucoup d'innovation. Mais en fait, très clairement, c'était des fibres qu'utilisait mon arrière-grand-père. Hein, et on n'avait pas le choix. Quand on était en Cévennes et qu'on faisait du textile, on utilisait de la soie, du chanvre, du lin, de l'ortier et un tout petit peu de coton qui commençait à arriver au siècle dernier. Paul, tu arrives en bout de chaîne. Toi, tu montes une coopérative autour du lin en Normandie, important. De quoi s'agit-il ? Merci, je suis également ravi de participer à cette table ronde. Alors moi, je représente l'entreprise la plus jeune de toutes celles qui sont autour de cette table ronde, de très loin, puisque l'important, c'est une coopérative qui a été constituée en novembre 2019. Donc voilà, on n'a pas encore un an. L'important, en fait, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est vraiment une structure collective qui a pour vocation d'impliquer toute la filière, puisqu'on est en Normandie sur un des bassins de production du lin de renommée mondiale, hein, puisque le plus gros du lin mondial est produit au niveau de la fibre en France, en Europe, en France particulièrement, et en Normandie particulièrement pour la France. L'idée, c'est que ce bassin lignée est en train de commencer à se convertir à l'agriculture biologique. Donc, on voit arriver du lin certifié bio, donc certifié GOTS au niveau de ces étapes de transformation. Ce lin bio répond parfaitement aux attentes des consommateurs. Donc, plusieurs intervenants l'ont souligné. C'est une demande qui augmente de fibres plus écologiques. Avec le lin bio, on a une des fibres avec les meilleurs bilans environnementaux de l'ensemble de ce qui se pratique dans le textile. Et les mêmes consommateurs sont en attente de fibres locales. Et donc, le pari, c'est de dire que ce lin bio, on peut le transformer localement pour proposer aux acteurs qui sont déjà existants sur le marché un produit qui corresponde aux attentes du consommateur, à la fois bio, à la fois local. Et le produit sur lequel on a choisi de se positionner, c'est le t-shirt. Le t-shirt, c'est un produit qui est tricoté. Donc le lin, j'ai des petits échantillons là, le lin, il est connu pour avoir une fibre extrêmement solide et très peu élastique. C'est ce qui fait sa caractéristique. Il est connu depuis 36 000 ans en tissage. D'autres autour de la table en parleraient mieux que moi. Il est moins connu, en tout cas c'est plus récent, en maille, ce qui permet d'avoir de l'élasticité, ce qui est un challenge parce qu'on a une fibre qui n'est pas élastique et on a une matière qui au final a de l'élasticité, ce qui permet de faire un t-shirt que tout le monde peut porter tous les jours et qui est un produit avec des très gros volumes. Et donc le challenge, c'est de remettre en France aujourd'hui de la fabrication en grande série, donc de faire du volume pour permettre à cette filière de lin bio qui est en train d'émerger d'avoir un débouché significatif localement en France pour des acteurs français, donc des donneurs d'ordre. Donc l'important, c'est un fabricant qui va proposer un produit fini, donc un t-shirt qui sera tricoté en Normandie, coupé et confectionné en Normandie, avec du filé le plus proche possible. Alors pour l'instant, c'est la Pologne, ce filin qui est un des premiers à s'être certifié GOTS, donc qui a un fil de lin bio. Et donc, on peut proposer ce produit-là aux donneurs d'ordre, que ce soit des marques, que ce soit des spécialistes du t-shirt, des grossistes ou des distributeurs. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point, c'est le lin, c'est moins d'1% des fibres naturelles mondiales. Quel est le taux de lin bio dans ce 1%? C'est quoi? C'est 0,4%? C'est 0,02%? Est-ce qu'on va habiller la planète avec le lin déjà? Sûrement pas, mais le lin bio,
Je encore fais moins. l'avocat du diable, hein. Alors après, aujourd'hui, le lin est certifié bio, c'est une toute petite minorité de la production de lin. En fait, simplement, le lin nécessite des terres agricoles d'une très très bonne qualité, avec une très grande profondeur de sol, donc des très très bonnes terres agricoles qui ont des très bons rendements en céréales, en légumes de plein champ et en lin. Ces terres, pour des raisons historiques, aujourd'hui ne sont pas du tout, enfin, sont à très très peu en bio, et on est au tout début de la conversion au bio de ces terres-là. Et donc, assez naturellement, la proportion de lin en agriculture bio aujourd'hui est très faible. On est autour de 0,2%, alors qu'on est à peu près autour de 10% de bio dans l'agriculture en général. Donc, on est quelque part un peu en retard par rapport au reste de l'agriculture, mais c'est lié au fait que ce sont des très très belles terres sur lesquelles les enjeux sont importants en termes de production agricole, et les agriculteurs sur ces terres-là ne changent pas de modèle du jour au lendemain et sont un peu les derniers pour des raisons économiques tout à fait évidentes et de responsabilité sociétale aussi. Donc, work in progress. C'est ça. OK. Voilà. Alors, Si je peux juste préciser sur le lin bio, ce qui est extrêmement encourageant, c'est que la demande est là et qu'il y a de plus en plus d'hectares qui sont en conversion de lin bio. Et voilà, c'est un produit qui va arriver de façon croissante en quantité sur le marché. Et la filière est aussi en train de s'organiser pour aller dans ce sens-là. Donc, c'est plutôt encourageant. Donc, il ne faut pas se contenter de ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché qui est marginal, mais voilà. L'avenir on est confiant. d'accord, très bien. Donc, ces fibres, en fait, elles ont des qualités remarquables. La laine, le lin, c'est à peu près les mêmes qualités de thermorégulation. Elles sont isolantes au froid, au chaud, analergiques, et elles ont un impact relativement doux pour la planète par rapport à d'autres cultures de fibres naturelles. Euh, Paul, tu n'es pas d'accord? Qui, Je vous donne la parole. Je vois je vois tout, hein. Donc, tu hausses les sourcils. les spectateurs. J'ai dit relativement doux. Oui, vas-y. Oui, donc en fait, sur les fibres, globalement, l'industrie textile, les fibres, on parle de 100 millions de tonnes chaque année. Sur ces 100 millions de tonnes de fibres chaque année, il y en a 70 ou 80 millions qui sont des fibres synthétiques, principalement du polyester, des polyamides, l'élastane, etc. Ensuite, il y a 20 millions de tonnes de coton. Donc, c'est là, de très très loin, le géant de ce qu'on appelle des fibres naturelles, même si l'agriculture du coton fait qu'on peut remettre en cause cette naturalité du coton d'aujourd'hui. Les fibres qu'on représente tous autour de la table, que ce soit le lin, la laine, le chanvre et l'ortie, qui sont plus en devenir encore, mais qui ont un bon potentiel, sont des fibres avec des bilans écologiques qui sont remarquables par rapport à ça. Et la plus grosse différence par rapport aux fibres synthétiques, c'est qu'en fin de vie, on n'a pas de problème de déchets. Donc, c'est une fibre qui est fabriquée par la nature, et donc si on la laisse dans la nature sait la recycler. Ça fait 1 milliard d'années que ça fonctionne. Avant même l'arrivée de l'espèce humaine, ça marchait déjà. Donc on s'appuie sur un process éprouvé de recyclage de fibres naturelles, alors qu'avec le polyester ou le polyamide, on n'a pas du tout ces problèmes-là. On a des problèmes de microplastiques qui deviennent préoccupants. On est bien d'accord sur la biodégradabilité des fibres dont on parle autour de cette table. On va éviter de parler des autres fibres, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé, notamment sur les fibres recyclées. Et donc ici, on va se cantonner à nos belles fibres naturelles, si vous voulez bien. Donc, 80% du lin mondial est cultivé en Europe de l'Ouest, en France, dans sa grande majorité, notamment en Normandie et dans les Hauts-de-France, mais aussi en Belgique et aux Pays-Bas. Le lin est un puits de carbone, une plante zéro déchet, comme son cousin le chanvre. Qu'est-ce qu'on peut dire de la laine en regard justement de ces indices-là? La Olivier? laine, oui, représente, enfin, comme Paul a bien résumé un peu toutes les caractéristiques de ces matières naturelles. La laine, c'est environ 1% de la consommation ou de la production de fibres dans le monde. Elle est effectivement
isolante, thermorégulatrice, régulation hygrométrique aussi. Il y a un aspect anti-feu, donc on peut se targuer par rapport aux fibres végétales. La laine brûle très mal. Et donc, il y a un intérêt, en tout cas dans la literie, enfin tout ce qui est linge de maison. Elle brûle très mal parce qu'il faut plus pour qu'elle s'auto-consume, il faut plus d'oxygène qu'il y en a dans l'air. Donc en général, on enlève la flamme et le feu s'éteint. Et effectivement, il y a aussi tout l'avantage ou l'intérêt de la biodiversité et de l'entretien des territoires. La laine pousse essentiellement dans l'hémisphère sud, ce qui n'en fait pas forcément une fibre très locale. Il y en a bien sûr, il y a aussi une production française sur laquelle on travaille. La laine pousse beaucoup dans l'hémisphère sud, dans les endroits où rien d'autre ne pousse. Des zones semi-désertiques de Patagonie, du Karoo en Afrique du Sud, de l'intérieur des terres en Australie. Et voilà, et elle maintient aussi une certaine biodiversité dans ces territoires. J'ai oublié votre question. Non, mais c'était à peu près, c'était la bonne réponse, je pense. Enfin, en tout cas, c'est une réponse. Je vois qu'on a déjà pas mal de questions dans le chat, à mon avis. On les regardera tout à l'heure. Ça sera plus bref. Donc, quand on parle quand on parle du lin, bon, le chanvre est en R&D en France. Hein, quand on parle de chanvre disponible aujourd'hui, il vient la plupart du temps de Chine, un peu de Roumanie. Peut-être que Julien, tu veux revenir là-dessus? Oui, bien évidemment. Alors aujourd'hui, nous, je vais beaucoup vous parler de chanvre parce qu'on adore ça, mais on travaille aussi avec un groupe d'acteurs qui passe par une super coopérative qui est dans le Lot, qui s'appelle Virgocop. On travaille aussi avec un monsieur que beaucoup d'entre vous, même les spectateurs de la webconférence connaissent, qui est Pierre Amadieu, qui est dans le Lot avec Impact. En fait, il y a 5 ans, forcément, quand on s'est inscrit dans cette démarche chanvre, c'est quelque chose qui nous tenait très à cœur et forcément, vous l'avez très bien dit, Catherine, la filière est dévastée en France. Et on avait 2 manières de prendre le problème. C'était soit on reconstruisait tout en France à coût de grands millions, et c'est surtout à coût d'une énorme patience qui, en plus, on n'aurait pas eu la certitude que ça aurait pu fonctionner. Ou alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec Virgocop? Est-ce qu'on essaie de sourcer au plus près de chez nous le plus beau chanvre que l'on trouve? Donc, en l'occurrence, il vient d'Europe de l'Est. Donc, on a ce fil-là qui arrive dans le Tarn. Il est ensuite teint dans le Tarn. Il est tissé dans le Tarn chez Pastram et nous, on confectionne. Et ça nous a permis en fait, de prendre le problème de ce côté-là, un petit peu de susciter l'envie et surtout de tester un petit peu le marché. Et ce qui est super, c'est que l'abondement de ces travaux-là ont permis, et vous l'avez dit aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est tout petit, hein, on est en R&D, mais ça a permis d'investir un petit peu plus dans Virgocop. Virgocop a investi dans Impact, et Impact, c'est la création d'une unité de défibrage. Donc, petit à petit, il faut être très humble et très patient parce qu'il y a tout qui est à reconstruire, mais le chemin est en train de se mettre en place. C'est sûr on est forcément inscrit, quand on parle de ça, dans des démarches très long terme, mais ça prend plutôt une bonne direction. Et on le voit entre il y a 5 ans et aujourd'hui, Catherine, il y a 5 ans, c'était vraiment de la pure R&D. Aujourd'hui, nous, ça commence à être des volumes. L'année dernière, on a passé pas loin de 12 000 mètres de toile, ce qui est à l'échelle d'une marque de jeans mondialisée tout petit, mais pour nous, c'est quand même très conséquent. Et c'est un sacré bel indicateur pour la suite. Catherine, le micro est éteint. Excusez-moi, oui, excusez-moi. Alix Pellet, vous avez peut-être des choses à dire à propos de l'engagement de Safilin sur la filature du chanvre? Alors, bien sûr, le chanvre, on travaille, donc on est aussi engagé, il y a beaucoup d'associations qui sont en train de travailler le sujet et la filière est en train de s'organiser. La problématique du chanvre aujourd'hui, c'est qu'il est cultivé en Europe, pas forcément pour une destination textile, parce que pour qu'il soit utilisé en chanvre textile, il doit être rouille et non pas pour les autres utilisations industrielles.
Et ça nécessite des machines, ça nécessite voilà, du temps et où il n'y a pas forcément… Enfin, il faut aller chercher la valeur ajoutée qui correspond aussi en bout de chaîne. Donc, ça pose toute une problématique, mais de toute façon, par rapport aux enjeux écologiques, les agriculteurs sont de plus en plus sensibilisés, on va dire, à la nécessité de cultiver du chanvre pour des applications textiles. Et les essais, je confirme, hein, sont de plus en plus concluants, que ce soit au niveau de l'agriculture, mais aussi du tissage, de la filature. Je ne me permettrai pas de parler du tissage. La filature, ce qu'il faut savoir, c'est que le chanvre est plus difficile à filer que du lin. Parce que c'est plus grossier, c'est plus rigide, c'est plus difficile à assouplir, à affiner. Et avoir des numérométriques voilà, qui sont plus fins. Donc, il y a quand même des contraintes techniques, on va dire, à lever pour pouvoir démocratiser cette fibre. Mais c'est en bonne voie. Oui, pardon, Alix. Si je peux me permettre, en fait, c'est juste ce que vous dites. Mais il faut notre rôle aussi en tailleur-confectionneur et on va dire en exutoire de la mode, c'est-à-dire en confection des produits. On a aussi tout un rôle à faire à propos du consommateur, à se dire… Parce qu'on part souvent dans des mauvaises directions en disant avec une matière ancestrale, avec une matière ancienne, avec une matière rustique, on veut absolument coller à l'aspect d'une toile de jean qu'on connaît depuis qu'on a 2 ans. Mais en fait, peut-être qu'il faut raisonner un petit peu à l'inverse en se disant on essaie, enfin nous, c'est un petit peu le parti pris qu'on a pris. On veut, notre chanvre, on le cotonise pas, il est en fibre longue. C'est sûr que, comme le dit Alex, ça fait une fibre qui est hyper difficile à travailler, qui est un petit peu plus grossière, un petit peu plus rustique. Mais par contre, enfin, on ne s'est pas battu pour essayer de se rapprocher absolument d'un serger en coton hyper lisse. Au contraire même, on en a profité à fond pour justement apporter une main, comme on appelle, une texture, pour justement jouer la carte à fond de ces nouvelles fibres. Alors, il ne faut pas trop tomber dans la caricature de la toile artisanale un peu roots du marché de créateurs. Il faut quand même se rapprocher de quelque chose d'assez consensuel. Mais par contre, on admet ce côté, si jamais, comme Alix l'a dit, on ne peut pas descendre sur des numérométriques trop importants, et bien dans ce cas-là, on s'arrête et on propose des toiles en adéquation avec la fibre, et pas l'inverse. Alors, je te rejoins tout à fait. En fait, la nuance que je voulais apporter, c'était au niveau des coûts de production. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de filer du chanvre, bien que la matière première coûte moins cher. Au final, en coût de revient, en sortie de filature, ça revient au moins équivalent au lin, voire plus, parce que le process est plus compliqué et plus contraignant à traiter, mais pas dans la fibre, hein. Je parlais vraiment du process, parce que je suis d'accord qu'on peut avoir des rendus qui sont extrêmement beaux. Et c'est dans le process qu'il faut aussi expliquer et valoriser tout le travail, ça abîme les machines, il y a des temps de maintenance qui sont plus importants et tout ça, faut le prendre en compte. C'est pour ça que je dis que c'est plus difficile à travailler, mais pas pour le résultat, je parlais vraiment du process. Parce que les résultats, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment une fibre de demain, de hier et de demain. Mais même nous, à l'atelier, quand on lance les de chanvre, l'équipe fait un peu les gros yeux en disant wow, c'est l'enfer. Ça désappointe les aiguilles, le chanvre. C'est assez impressionnant. Ça met en contrainte les machines. C'est fou. Mais c'est génial, hein, mais c'est hyper dur à travailler. Est-ce que Olivier, tu peux nous confirmer, toi, chez le maître de Mester, vous tissez du chanvre aussi? Alors, nous, on tisse du chanvre, on en a tissé. Le problème majeur qu'on rencontre, techniquement, très honnêtement, on n'a pas de difficultés supplémentaires par rapport à ce qu'on peut tisser dans le lin, sachant que nous, on tisse des toiles de lin qui vont jusqu'à 1,5 kg le mètre carré. 1,5 kg le mètre carré, oui, je dis bien. Donc finalement, on est habitué à tisser des choses, des titrages très gros et des fibres imparfaites et des fibres très rustiques. Et je rejoins complètement Julien, et ça a été nous le parti pris qui a été le nôtre, c'est de dire on prend des fibres et on ne prend même pas des deux bouts, on ne fait pas des fils retors, on laisse des fils simples pour pouvoir garder encore plus de rusticité et finalement plus de caractère. Parce que des fils retors, vous allez forcément arrondir votre fibre et vous allez faire quelque chose de beaucoup plus aseptisé. Et nous, on voulait garder ce côté rustique, ce côté un peu sauvage. Je trouve qu'on fait des tissus qui peuvent être des tissus sauvages et qui ont correspondu aussi à pas mal d'attentes de la part de
de nos clients. Nous, le vrai problème qu'on a avec le chanvre, et Julien le disait tout à l'heure, sur la pro, vous avez un sourcing européen, vous arrivez à trouver. Certes, Safina fait un peu de chanvre aussi, mais c'est compliqué. Et c'est surtout que nous, le chanvre qu'on a fait, et je le dis clairement, et on l'affichait clairement auprès de nos clients, c'est qu'on ne peut garantir aucune traçabilité. On ne pouvait garantir, il y avait une opacité complète sur l'origine du chanvre, et c'est ce qui nous a un peu freiné dans le développement, alors qu'on aimait beaucoup la fibre et que nos clients aimaient beaucoup la fibre. C'est qu'autant on se positionne, nous, comme vraiment exemplaires en termes de traçabilité sur le lin, mais sur le chanvre, on ne pouvait pas garantir cette traçabilité, en tous les cas sur un ensemble de titrages assez important. Sur certains lots, c'est toujours possible, on va pouvoir toujours identifier à un moment un lot, un titrage, une origine, mais si on commence à partir sur une multiplicité de titrages, une multiplicité de tissus, on a vraiment beaucoup de difficultés à garantir cette traçabilité. Oui, alors justement, à propos de traçabilité, on entend beaucoup de jeunes marques qui disent mon produit est 100% français, mon produit en lin est 100% français, je peux remonter jusqu'au champ dans sa traçabilité. Est-ce que ça, c'est vrai? Parce que ça, je pense que ça intéresse les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, non, Catherine. Bah, oui, c'est bien ce que je pense aussi. Aujourd'hui, il est clair que du 100% français, vu qu'il n'y a pas de filature en France, ou que les kilos qui peuvent sortir en France aujourd'hui, c'est quand même du domaine de l'infinitésimal. Donc, oui. Et de plus, Olivier, il me semble que pour la filature, Alix, tu confirmeras, la filature de lin, par exemple, c'est un assemblage de fils qui viennent de plusieurs champs, de plusieurs années pour maintenir une qualité. Tout à fait. Mais bon, là, il y a suffisamment d'acteurs en amont pour pouvoir garantir un assemblage qui soit 100% français. Le problème n'est pas là. Le problème aujourd'hui, il n'y a pas la filature. Allez, je vois Paul qui fronce les sourcils parce qu'il veut me dire qu'il y a quelques kilos qui ont été produits en France. Je te l'accorde bien volontiers, mais je te laisserai t'exprimer sur le sujet. En tous les cas, de manière significative aujourd'hui, il est compliqué d'avoir une traçabilité totale 100% française, mais on va y arriver très vite, on va y arriver bientôt, et je pense qu'au-delà de la filière lin, il y a la filière textile avec le comité de filière et les différentes organisations professionnelles qui mettent le paquet pour mettre en place des outils de traçabilité. Alix et moi, on y participe tous les deux. On a passé de nombreuses réunions pour représenter la CELC sur la traçabilité. Et la Confédération européenne du lin et du chanvre. Pardon. Ouais, et on est sur le point de s'engager sur un pilote pour la traçabilité. On a fait un benchmark de tout ce qui existait comme outil de contrôle de traçabilité, parce que la traçabilité n'a de valeur à un moment que si c'est pas du greenwash, et que c'est une vraie traçabilité, c'est une vraie, comme je dis, j'ai une expression que j'adore, c'est le true storytelling. Je veux dire, le storytelling, on paye des agences pour ça, mais si on peut faire juste raconter ce qui est vrai, avec une histoire vraie, sur une vraie traçabilité, et qu'on peut prouver tout ce qu'on avance, là, le consommateur, encore une fois, n'oublions pas, il peut être notre meilleur ambassadeur, mais notre pire censeur. Donc, ne lui racontons pas de conneries. C'est vraiment très important. Merci Olivier. Alors maintenant, j'aimerais bien redonner la parole à la laine avec Olivier Segard. Et parlant de traçabilité, est-ce qu'on a une traçabilité sur les produits en laine qui sont justement sur des moutons qui sont élevés à l'autre bout du monde? Comment ça se passe dans cette filière, et comment est-ce que vous pouvez confirmer justement aux marques qui achètent vos produits ou au consommateur final que la traçabilité est bien respectée, et il y a des labels à part la Woolmark par exemple? Oui, non, la Woolmark, c'est pas forcément un label de traçabilité, mais on peut assurer d'une certaine façon la traçabilité sur certains produits. Sur d'autres, on ne peut pas, et ça n'a pas forcément de sens de l'apporter. Enfin, ça dépend à quel degré de traçabilité on veut.
Aujourd'hui, sur notre label qu'on a mis en place en Afrique du Sud, qui s'appelle Abeloussi, qui veut dire éleveur en Xhosa, une des langues sud-africaines, on apporte une traçabilité de la ferme jusqu'à la filature. Après, le filateur prend en charge les choses jusqu'au produit fini. Mais par exemple, dans ce cadre-là, on travaille avec Decathlon et on leur vend de la laine peignée qui vient de certaines fermes dans lesquelles on a fait des audits sur ces aspects sociaux, environnementaux, bien-être des animaux. Et là, on garantit la traçabilité du mélange jusqu'à la livraison chez le filateur. Après, le filateur, lui, garantit la traçabilité aussi parce qu'il va faire un lot de fils avec notre lot de laine peignée. Et ces filatures, elles se trouvent où? Alors, cette filature, elle se trouve, ça dépend. Là, c'est soit en Chine, soit en Pologne. Et c'est un groupe allemand, en l'occurrence. Voilà, qui fait les choses correctement et qui est bien sous tout rapport et tout. Après, pour certains types de tissus, si je prends par exemple un tissu en tweed, le typique, le tweed anglais, ça c'est fait en filature cardée, donc des fibres plus courtes. C'est fait avec des mélanges le savoir-faire des fabricants de tweed anglais depuis quelques centaines d'années. C'est justement de savoir mélanger les fibres pour obtenir cette qualité, une qualité qui puisse répéter au long des années et avoir un toucher recherché, avoir pas mal de choses recherchées. Et ça se fait par plein de mélanges. Et du coup, je pense, bon, si je ne suis pas fabricant de tweed, mais je pense qu'à ce niveau-là, la traçabilité, ils ne peuvent pas l'assurer. Mais par contre, ils savent que ça vient essentiellement si c'est de la laine mérino, que ça vient essentiellement d'Australie, d'Afrique du Sud, peut-être de Nouvelle-Zélande et peut-être d'Argentine. Mais donc, tout dépend de ce qu'on veut obtenir. La traçabilité pour la traçabilité, ça n'a pas forcément de sens. Ce qui est important, c'est de s'assurer la traçabilité a du sens quand elle garantit qu'à l'origine, les choses se sont passées correctement. Le bien-être animal, notamment. Le bien-être animal, c'est une chose importante, et puis les aspects sociaux sont aussi importants. Quand on parle de la France ou de l'Australie, les aspects sociaux, bon, ce n'est pas forcément un sujet parce qu'on reste dans des pays qui sont des pays développés. Quand on parle de l'Afrique du Sud, les aspects sociaux, c'est un sujet qui est un petit peu plus important quand même. Et donc, dans le cadre de notre label, effectivement, on regarde l'aspect bien-être des animaux, mais on regarde beaucoup aussi les aspects sociaux qui sont tout aussi importants en ce qui nous concerne. Et on peut donc, en réponse, oui, on peut assurer une traçabilité complète. Et suivant la taille des lots, on peut arriver à 5 ou 10 fermes, par exemple. Merci beaucoup. Alors, je regarde un petit peu les questions parce qu'il y en a pas mal. Je ne voudrais pas les manquer, ça va être un peu compliqué à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, est-ce qu'un jean en lin chanvre est plus résistant que les jeans actuels du commerce qui n'ont plus rien à voir avec ceux d'il y a 15 ans? Oui, ça c'est à cause de l'élastane, notamment. Mais peut-être que Julien, tu peux nous dire. Ouais, écoutez, en l'occurrence pour le chanvre, alors nous c'est pareil. Il faut toujours faire attention à ce qu'on compare. Quand je parlais de chanvre non cotonisé, et j'ai vu que la question était sortie, je ne sais plus qui c'est qui a répondu. Typiquement, il y a une très célèbre grande marque américaine qui a fait un énorme marketing sur du jean en chanvre. Et c'était l'intégration de 30% de chanvre. Et c'est un chanvre qui était cotonisé. Alors, cotonisé, c'est-à-dire qu'en fait, le chanvre, c'est une fibre, et c'est en l'occurrence aussi l'objet du travail de Pierre Amadieu dans le Lot. En fait, quand on découpe la tige de chanvre, et ça peut faire quasiment 1 mètre. C'est tout l'intérêt, c'est toute la difficulté. C'est qu'on a cette très grande fibre qu'on ne vient pas déstructurer, qui est hyper résistante, qui est hyper thermorégulatrice. Mais c'est tellement chiant à travailler qu'il y a une possibilité, c'est-à-dire c'est la fragmenter en petites fibres, finalement comme celle du coton, pour ensuite passer en filature open-end, par exemple.
Donc, nous, on n'a pas pris ce parti pris-là, on a pris le parti pris de travailler en fibre longue. Et pour le coup, ça, le fil de chanvre est d'une résistance à la traction qui est impressionnante. Enfin, là, pour le coup, on a les tests au dynamomètre, c'est le double de résistance que le coton à l'arrachement. Par contre, à la friction, on est en train de trouver des solutions. On est à peu près comme le coton, donc c'est bien. Mais parce qu'il peut y avoir ce côté un petit peu, vu que c'est qu'une fibre longue, ce côté un peu abrasion qui peut réduire, entre guillemets, la durée de vie. Mais dans tous les cas, c'est au pire des cas, comme un super jean en coton, et pour la plupart, au meilleur des cas, plus résistant qu'un jean en coton, oui. Et oui, surtout en coton et élastane. Voilà, et alors par contre, et ça, je reviens un petit peu à ce que je disais sur on adapte la mode à la fibre et pas l'inverse, c'est que là encore, le chanvre, et ça a été dit, c'est comme le lin, alors le chanvre, étant donné que c'est plus rustique, c'est encore plus vrai, n'a absolument aucune élasticité. Donc, il faut aussi créer des coupes en fonction, c'est-à-dire faire un slim hyper près du corps en chanvre, c'est juste petit 1 impossible et petit 2 insupportable, parce qu'on a fait ce choix aussi forcément de ne pas intégrer de l'élastane, ce qui, dans notre démarche à nous, je ne dis pas qu'on a raison, mais on se bat pour être au maximum près de la fibre la plus naturelle et la plus rustique possible. Bien évidemment que l'élastane est prohibé dans nos jeans en chanvre. Mais là encore, ce n'est que notre point de vue. Bravo. Alors, j'ai une question pour la filière, et je pense que c'est moi qui vais répondre. Martine Ernoux nous demande: tout le lin produit en France est-il filé en Europe? J'entends souvent parler d'agriculteurs qui cultivent du lin acheté en direct par les Chinois. Alors, bon, moi, je travaille avec la CESC, la Confédération européenne du lin et du chanvre, depuis 12 ans. Et oui, je peux vous confirmer, évidemment, bien sûr que non. 60% du lin cultivé en Europe part évidemment à la filature en Chine. Mais bon, on a des projets de filature en France. On va peut-être récupérer une part de ce marché. Olivier, tu fais la moue? Oh, je dis, c'est un peu plus que 60 même, hein, je pense. Ah bon, 70? Ouais. Je pense on est plus près des 75 Ouais. voire 80 que des J'ai pas 60. les derniers chiffres alors. Mais donc c'est pour ça Oui. que je Ouais, faisais. bien sûr, bien sûr. Mais alors, en fait, la crise Covid-19 a un peu ralenti le marché. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Est-ce que les achats suivent ou La ça? crise a surtout ralenti le marché du côté asiatique, hein. Oui, Je oui, c'est pense que ça, oui. les premiers impactés ont été les amis asiatiques, parce que l'Inde est complètement à l'arrêt et la Chine a été complètement bloquée pendant une période assez longue. Oui, plusieurs Euh, mois. Ouais. sur l'Europe et la partie européenne, j'ai envie de dire bizarrement, tous les acteurs aujourd'hui de la filière européenne ont énormément de travail. Donc, ça a été un impact positif du Covid. On a tous souffert pendant la période de confinement. Mais après, il y a eu une espèce d'envie de faire des choses pour la maison, pour la déco. Ah, Les gens ne sont pas partis en voyage, ils ont économisé. mm, Et puis, il y en a qui ne supportaient plus leur maison pendant au bout de 3 mois de confinement, d'être restés chez eux. Ils ont voulu tout changer. Et il y a tout à coup, là, depuis juillet, la demande qui flambe complètement sur le lin. Et je pense que l'effet Covid sur aussi le côté vertueux des fibres dont on parle aujourd'hui, qui fait que ça booste cette demande. Donc, pour répondre à la question, en tous les cas, donc, non, bien sûr, comme tu l'as très justement dit, il n'y a qu'une partie, finalement une petite partie du lin cultivé en France et en Europe qui reste en Europe. Mais c'est clair que les projets de filature française, je pense qu'il y a une part à regagner. Après, soyons complètement lucides et ne soyons pas utopistes pour ça comme pour plein d'autres choses, hein. Je rappelle que 95% du textile consommé en France est importé. Donc, oui, et que si on voulait, même si on voulait, je veux dire, même s'il y avait
volonté de changement, il ne faut pas rêver, quoi. On ne pourra pas passer de 95 à 50% en très peu de temps. Mais je pense que ce qui est important, c'est que c'est en train de changer et qu'il faut y aller progressivement. Et il faut se dire qu'il y a des opportunités et que toutes les initiatives pour relocaliser, parce que si on veut diminuer l'impact carbone, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution que de diminuer les importations et de relocaliser. Donc, Alors, là, je pense qu'on est tous convaincus de ça. oui, on est tous convaincus. Moi, je ne me suis pas présentée au départ, mais je voulais quand même vous dire que je suis la représentante en France de l'ONG Fashion Revolution. Et nous, chez Fashion Revolution, on dit réduisons, réduisons, réduisons. Et je pense qu'avec des matières comme le lin, le chanvre, la laine, on peut réduire parce que ce sont des matières qui durent dans le temps, qui ont une durabilité, une solidité qui dépassent tous les vêtements en polyester qu'on s'arrache dans les grandes enseignes. Désolée, mais c'est la vérité. Et donc, on va peut-être avoir besoin de moins produire pour consommer moins mais mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple bien, Olivier qui parle très peu. Oui, alors effectivement, consommer moins de laine, c'est compliqué parce qu'on en consomme déjà pas beaucoup, mais je pense qu'on peut consommer moins de textiles tout en consommant de laine. Voilà. Et, Paul, et, qu'est-ce que tu en penses, toi? et on est, Paul oui, non, Boyer. consommer moins, oui, non, mais je pense qu'effectivement c'est intéressant et consommer moins et mieux et plus de laine. L'intérêt de la laine, c'est que les laines sont en général de meilleure qualité, sont plus durables. On les porte aussi plus longtemps. On y fait plus attention parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus chers. Oui, On peut les porter aussi plus longtemps entre différents cycles de lavage parce qu'il y a le côté bactériostatique, absolument. les C'est bien d'en odeurs parler, oui, c'est bien d'en parler, les l'entretien. odeurs, les odeurs ne se développent pas, donc on peut le porter plus longtemps. Un pull en laine, on n'est pas obligé de le laver très souvent, hein. On peut même le laver à la limite Absolument. une fois ou deux par an si on ne fait pas de bêtises avec. Ça marche très bien aussi dans le sport, justement pour ces mêmes raisons. On peut faire du trekking avec un t-shirt en laine et le porter plusieurs jours de suite sans faire fuir les animaux autour. Et, donc pour ces raisons-là, déjà utiliser de la laine, c'est bon pour l'environnement parce que dans la phase d'usage, on consomme moins d'eau, on consomme moins d'énergie. Et puis les aspects dont on a déjà parlé, qui est que la laine est complètement biodégradable. Et tout comme les autres matières naturelles, ce n'est juste que du carbone recyclé. La laine se biodégrade, elle refait pousser de l'herbe, le mouton mange de l'herbe, il la transforme en laine et ainsi de suite. Donc on est sur un cycle relativement court à l'échelle de l'humanité de carbone recyclé. Paul, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On vient de dire. Oui, alors moi, je voulais rebondir sur un point qu'on a abordé tout à l'heure sur divers aspects, c'est la traçabilité. Sur le lin bio, on a avec le label GOTS une obligation de traçabilité qui est très forte. Donc nous, quand on achète un fil de lin bio, on a un certificat de transaction sur lequel on a la traçabilité des lots de filasse qui ont été achetés par le filateur. Donc le filateur, pour chacun des lots de fils qu'on achète, est capable de remonter jusqu'au teillage. Et au teillage, pour chaque lot, ils sont capables de remonter jusqu'à l'exploitation agricole. Alors, on n'a pas encore la géolocalisation de chaque parcelle dans chaque t-shirt, mais avec un peu de travail sur l'informatique, on pourrait y arriver. C'est à notre portée. Et avec le label GOTS et la filière lin, on a vraiment quelque chose de très particulier dans l'ensemble de l'univers textile, c'est que c'est la seule filière sur laquelle on a, si vous êtes à Paris, vous pouvez prendre une voiture et faire le tour de la totalité de la filière, depuis le champ jusqu'au vêtement, en passant par toutes les étapes. Alors ça se voit mal en vidéo, mais derrière moi, il y a des photos d'un peu toutes les étapes, parce que je me fais fort justement, et c'est le sens de l'important d'une coopérative, de pouvoir parler de chacune des étapes. Donc on a comme coopérateur et même comme membre du conseil d'administration des agriculteurs qui produisent du lin. On a des coopérateurs qui produisent du lin dans le 77, dans le 76, dans le 14, dans le 27. On a comme administrateur et évidemment coopérateur des tailleurs, filateurs. On a un autre tricoteur, en plus on est tricoteur nous-mêmes, mais on a un autre tricoteur qui rentre dans la coopérative, etc., etc. Donc vraiment toutes les étapes
c'est des étapes qu'on peut aller voir, c'est des équipements industriels qu'on peut aller visiter. Et donc, on est, pour moi, au niveau du textile, une des rares filières. Alors, la laine a aussi cette possibilité-là quand on est sur des laines françaises, qui est en train d'émerger, mais sur le lin, et particulièrement le lin bio, grâce au label GOTS, on a vraiment une traçabilité et une histoire à raconter qui est unique, parce qu'on n'a pas ça dans le coton, on n'a pas ça dans le polyester, on n'a pas ça dans la viscose, on a ça dans quasiment aucune autre matière, cette capacité d'aller voir toutes les étapes à proximité. Donc, en termes de traçabilité, avec le lin, on a un outil pour justement aller très très loin. Alors, c'est vrai qu'il faut le faire et que Olivier le soulignait tout à l'heure, c'est pas systématique quand on achète du lin, il peut avoir traversé la planète. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a 60% du lin qui part en Chine. Tu disais 60, mais c'est le chiffre des douanes françaises parce qu'il y en a 20% qui part en Belgique et il est revendu par les Belges aux Chinois. Donc, c'est pour ça qu'il y a un écart entre 80 selon qu'on inclut la Belgique ou pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à Caen, on a des agriculteurs dont 100% de la production part directement en Chine. Ça part dans un container à la sortie de Caen et ça va au port du Havre et ça repart directement en Chine. Donc, c'est une réalité, mais on a, et particulièrement sur le lin bio, vraiment cette capacité d'aller jusqu'à l'exploitation agricole, et c'est très unique dans le textile, donc il faut le souligner. Ok. Il nous reste 20 minutes, alors je vois qu'il y a encore des... Alors, pour l'important, tiens, Paul, tu pourrais peut-être répondre à cette question. Pourquoi ne pas vendre en direct aux consommateurs ? Alors, c'est un gros questionnement qu'on a. Ça fait l'objet de la réflexion du conseil d'administration, de la première assemblée générale de la coopérative. Le choix de l'important, c'est d'être fabricant et donc de laisser à nos clients, les marques, le soin de vendre aux consommateurs, de raconter l'histoire du produit et d'aller chercher la spécificité des marques, c'est-à-dire faire un produit, comme Julien le soulignait tout à l'heure, adapté aux consommateurs. Si on va vendre en direct aux consommateurs, alors évidemment on le fera parce que à l'usine on aura une boutique, sur notre site internet on vendra des t-shirts. On l'a fait sur une campagne Ulule qui a eu un certain succès, qui était pour financer le démarrage du projet. Mais le gros de notre métier, c'est de vendre à des structures qui ont déjà un réseau de distribution très implanté. C'est sûr qu'une marque qui a 500 magasins, 2000 magasins ou seulement 20 magasins a une capacité de diffusion qui est très supérieure à celle qu'on aurait en créant une marque aujourd'hui. Et ça permet, en fait, en ayant ce positionnement-là, d'aller rapidement faire du volume pour écouler et transformer localement et créer de l'emploi pour la transformation de ce lin bio en France. Alors que si on crée une marque, on serait sans doute plus limité en termes de volume. Mais c'est vrai que c'est tentant parce qu'il y a une vraie demande. Et donc, voilà, on continue de résister à la tentation pour l'instant, mais je n'exclus pas la possibilité dans quelques temps d'avoir peut-être une marque éditée directement par l'important, mais en faisant bien attention de ne pas concurrencer nos clients, parce que c'est vraiment, pour nous, l'essentiel, c'est de pouvoir offrir à cette filière un débouché en volume grâce aux donneurs d'ordre qui font du volume. Ok, merci. Alors, j'ai une question d'un spectateur anonyme. Pourquoi ne va-t-on pas de jersey bouclette ou éponge en lin? Est-ce infaisable à cause de la fibre? Moi, je pense que j'en ai déjà vu. Il y en a chez La Pointe Cancourite, par exemple, il y a des très belles éponges en lin. J'imagine qu'il y en a dans d'autres marques. Vous avez une réponse à cette question, Olivier Ducatillon? Oui, il y en a effectivement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus répandu, mais ça existe. Ah, bah oui, bah oui. Mais il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en C'est plus. un système du tricotage et c'est un produit qui se fait en France, en Europe. Voilà, c'est pour faire des suites notamment. C'est très répandu. Ouais. C'est une des dernières innovations, justement, le sweatshirt en maille de lin. Alors, je voulais... Oui. Si je peux me permettre, il y a un point, alors c'est sûr qu'on a abordé plein de sujets, on va dire, géostratégiques économiquement. Il y a quelque chose qui est hyper important, je pense, qui est, à mon sens, mais je pense que beaucoup partageront ce point de vue-là, c'est aussi je pense qu'il faut, alors là, pour le coup, c'est que mon avis, il faut faire attention de ne pas essayer de absolument refaire ce qui avait déjà été fait et de relocaliser
comme c'était localisé il y a 60 ans. Complètement d'accord. Je pense que les choses ont un petit peu changé. Et je pense que la clé d'une relocalisation, parce que c'est toujours hyper sympa de parler de relocalisation dans une webconférence, sur un fil Instagram et sur un fil Facebook. Mais dans la vraie vie, ça implique quand même de restructurer des outils de production en France. Ouais. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé, ce sont les mentalités, et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'on ne met pas des gens à l'usine, je pense, en 2020, comme on les mettait dans les années 70. Absolument. Donc, on a tout intérêt, nous, à rebattre, et ça, on y tient énormément chez nous, à être très clair sur les chaînes de valeur. Aujourd'hui, on parlait de traçabilité, c'est clair. Nous, aujourd'hui, c'est pas qu'on est sur un dilemme, parce que le dilemme, on l'a balayé, mais c'est soit on était en traçabilité européenne pour le chanvre. Donc, on travaille avec la Roumanie, avec Cavas, qui est super, qui est une entreprise familiale, qui nous atteste d'un chanvre européen. Donc, ça, c'est super, sauf qu'on souffre en fait de quelque chose, c'est qu'on souffre d'une régularité de fil, on souffre d'une régularité d'approvisionnement. Donc ça, c'est quand même très compliqué parce qu'on est souvent en rupture de stock. Après, c'est pareil, quand j'envoie tout ça faire tisser au Pastram à Castres, bon, mais il fait souvent la gueule parce qu'il dit « Putain, mais à chaque fois, les fibres sont différentes, c'est hyper compliqué. » OK. Il y avait une solution qui consiste il y a une boîte italienne qui propose du fil, sauf que c'est du chanvre chinois. Alors là, pour le coup, il n'y a aucun problème. C'est hyper lisse, c'est hyper constant, c'est hyper tout ce que vous voulez. Bon, mais sauf qu'on a décidé que non. Alors, je ne dis pas que c'est la bonne des solutions, mais par contre, du coup, tout ça doit absolument se ressentir sur la chaîne de valeur. Et c'est sûr que tout ça nous coûte hyper cher. Ça fait des produits qui sont chers. Et nous, aujourd'hui, nos jeans en chanvre avec cette traçabilité-là impeccable et cette grosse part de teinture et de tissage dans le Tarn, ouais, ça sort des jeans à 220 €. C'est hyper cher. Mais si vous voulez, on a ce besoin absolu de générer cette marge-là, mais pour la réimplanter absolument localement. C'est pour ça que quand je disais qu'il faut faire gaffe à ne pas essayer de rentrer dans cette logique de relocaliser comme c'était localisé il y a 50 ans, je pense que c'est absolument nécessaire. Et nous, à toutes les étapes, on a ce rôle très important de petit 1, informer le consommateur et petit 2, très justement, réinvestir. C'est pour ça que je l'ai trouvé hyper importante la question que vous avez posée à Paul en disant mais pourquoi l'important ne pourrait aussi pas vendre ses t-shirts. Alors, Paul a très bien répondu parce qu'il y a ce besoin de force de frappe commerciale. Mais ça, c'est super important. Et quand on parle aujourd'hui de fibres authentiques, ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, un fabricant de fibres, et on le voit avec Paul, on le voit avec Safilin, par exemple, peut hyper raccourcir la chaîne de valeur du textile. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de peut-être faire moins en quantité, mais s'assurer que la valeur puisse rester localement. Et alors, pareil, Olivier le disait très bien, il faut être très humble parce qu'on va jamais supplanter la force de frappe chinoise. Mais par contre, si on peut créer des opportunités aujourd'hui de meilleure maîtrise de la chaîne de valeur, c'est capital. Alors, j'ai une question peut-être pour Alix. Trouverez-vous de la main-d'œuvre française si vous lancez une filature de lin en France? Justement, le problème de la formation est crucial. C'est très, très long de former des gens à des techniques aussi précises. Alors, tout à fait. Je vais y répondre tout de suite. Ça va être la continuité de… Je voudrais rebondir sur ce que dit Julien. C'est extrêmement important. Qu'est-ce qui fait la qualité, la durabilité d'un produit? C'est la qualité du fil et du mélange, surtout, qui a été fait de plusieurs champs, de plusieurs régions et même de plusieurs années. Parce que dans un fil, il peut y avoir jusqu'à 27 champs millésimes différents. C'est comme dans le champagne, c'est l'assemblage qui est le plus important pour avoir la qualité et la régularité. Et nous, en Europe, donc je te rejoins tout à fait pour défendre les savoir-faire, les rares savoir-faire industriels textiles européens qui restent ou qui veulent se développer. C'est hyper important parce on a quand même dit qu'il y avait 80% de l'offre de lin qui vient d'Asie sur le territoire européen et qui a été transformé en Asie. Enfin, et c'est hyper important. Je fais un appel aux marques qui se posent la question de
leurs fournisseurs de rang 2 et de rang 3, parce qu'on peut vendre un produit made in France qui a été juste ennobli ou confectionné en France, mais qui est passé par la case Asie. Donc, il faut vraiment qu'ils se posent ces questions-là, et nous, c'est aussi notre devoir de les éduquer et à ce souci. Donc, je continue pour répondre à la question. Évidemment, nous, on a besoin du soutien des marques pour investir et développer sur des filières européennes et françaises demain. Alors, on ne le fera pas. On est très conscient qu'il y a des facteurs clés de succès à garantir pour pouvoir avoir un fil français de qualité, parce qu'on ne fera pas un fil français si on n'est pas dans l'excellence française. Et pour ça, il faut vraiment que la formation des ouvriers et aussi de ceux qui font les mélanges et les assemblages soit vraiment au top, parce qu'on se doit, si on paye un surcoût français, que la qualité soit là à tous les maillons. À tous les maillons. Donc, cette formation, c'est crucial, et ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est sûr que quand on mettra un fil français sur le marché, ce sera un fil de qualité premium, traçable, parce qu'ils ont besoin d'avoir des garanties. Voilà, on en a déjà largement parlé, et pour justement se différencier de l'offre asiatique qui déferle sur le marché. Donc, voilà, c'est avec le soutien des marques, parce que c'est quelque chose qu'on ne fera pas tout seul, mais avec un écosystème de prestataires, de sous-traitants, et l'engagement des marques en bout de chaîne. C'est un projet qui est tout à fait réaliste. Merci, Alix. Alors, il nous reste 10 minutes. Oui, Olivier, oui. Oui, je voulais un petit peu parler de notre projet Laine de France, parce que ça me faisait penser un peu. Mais justement, j'allais y venir. Pardon, excusez-moi. Justement, j'allais vous poser la question, et je voulais connaître votre avis sur vos services aux marques notamment. Et je vous laisse la parole. Oui, alors notre projet Laine de France là, me faisait penser un peu, je voulais faire un parallèle avec le lin et le chanvre. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de laine pour l'habillement, on utilise beaucoup de laine mérino qui vient essentiellement de l'hémisphère sud. Et on essaye aujourd'hui de promouvoir l'utilisation de la laine de France et de recréer une filière textile en laine de France. Alors, elle ne sera pas forcément 100% made in France tout de suite, parce qu'on n'a pas forcément les moyens industriels. Mais, et en plus de ça, la laine de France ne va pas remplacer d'autres types de laine, parce que les races de moutons sont différentes, l'environnement climatique et géographique différent. Mais, et comme le disait tout à l'heure Paul, l'idée c'est d'adapter aussi les produits aux qualités de la laine de France, qui est plus gonflante, notamment que d'autres, qui a d'autres qualités, et puis qui est locale. On a un souci de qualité au départ, de qualité parce que la laine aujourd'hui ne vaut rien, donc pour les éleveurs, ce n'est pas tellement intéressant. Donc on a un gros travail de sensibilisation à faire en ce qui nous concerne pour resensibiliser les éleveurs à la laine, à qu'elle puisse avoir de la valeur, sensibiliser les marques au fait qu'on puisse faire des belles choses avec de la laine de France. Et voilà, et valoriser la laine qui aujourd'hui, malheureusement pour un éleveur français, la laine est un coût. Le prix de la laine ne paye pas les frais de tonte, qui est pour nous lainiers qui aimons la laine, ça ne nous fait pas plaisir. Donc voilà, on a un gros travail à faire de sensibilisation. Et puis après, la relocalisation française n'est pas forcément une fin en soi. On a heureusement conservé en Europe un gros savoir-faire lainier, notamment en Italie et un petit peu dans d'autres pays. On aimerait bien sûr, pouvoir redévelopper une filière française. Est-ce que ce serait judicieux de redévelopper une filière française? Est-ce que ça se fait au détriment de nos voisins européens? Est-ce que ça aurait du sens que ça se fasse au détriment de nos voisins européens? Pas forcément. Bon, cela dit, ce sont des choses à étudier. Et l'intérêt de faire du local,
c'est aussi de resensibiliser le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, pour lui, la laine, ça n'existe plus tellement. Voilà, il y a le polyester, il y a l'acrylique, la laine, ça gratte. Bon, Oh, bon, même si c'est pas vrai, euh, c'est vrai quand c'est mal utilisé. oui. C'est vrai quand on fait un pull en laine à tapis, ça gratte effectivement. Et quand on fait un tapis avec de la laine qui devrait être utilisée pour les vêtements, Il nous reste 7 minutes. Hein. Je voudrais donner la parole à tout le monde avant la fin de la table ronde. Désolée. ouais, ouais. Mais donc l'intérêt aussi de relocaliser, c'est de refaire parler de la laine aux consommateurs, de resensibiliser les consommateurs sur les caractéristiques de la laine dont on a parlé, et, tout- Mhm. et la laine comme étant une alternative au synthétique, au microplastique, enfin toutes ces choses-là. Et le local, en ça, toutes les initiatives locales, en ça, sont bonnes pour sensibiliser le consommateur, parce qu'on est beaucoup plus sensibilisé par quelque chose qui est proche que par quelque chose qui est loin. Alors, je salue au passage nos amis de laine paysanne qui seront là demain sur les tables rondes. Non, Notamment parce qu'il y a d'autres activistes de la laine en France, mais eux, ils ont un très joli produit dans les Pyrénées. tout à fait. Et ils ont brillamment gagné les trophées de la mode circulaire. Voilà, merci de Euh, le rappeler. et pas nous. Ah, Mais bon, c'est pas grave. Mais toutes les initiatives sont bonnes et toutes ces initiatives-là aussi participent au renouveau de la laine, à la sensibilisation du consommateur et elles sont complémentaires. ok, bon, alors, il nous reste 6 minutes, ça fait 2 minutes par personne pour nous parler, pour le mot de la fin. Alors, Ok. moi, j'avais tout un truc sur le service aux marques, mais malheureusement, là, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans les détails. Je vais commencer par Alix, le mot de la fin pour Alix. Les projets, peut-être, les futurs projets de ton département. Voilà, j'en ai déjà parlé brièvement. Donc, nous, on met vraiment en place un nouveau service pour accompagner les marques dans le développement de leur supply chain européenne en lin, ou alors la relocalisation en Europe de leur supply chain. Autour de projets, ça peut être textile, mais aussi hors textile, parce qu'on fait aussi du composite pour d'autres applications industrielles. Voilà, donc c'est un champ assez large. Aujourd'hui, celles qui ont aussi un projet de vouloir travailler le 100% Made in France, on a besoin qu'elles se manifestent pour qu'on puisse le bâtir ensemble, parce qu'il faut qu'on valide le business model avec les débouchés qui vont bien et en bonne intelligence. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Voilà, et le mot de la fin, je voudrais juste revenir sur le thème de la table ronde qui est fibre de hier et d'aujourd'hui. Dans le mot linge, en français, étymologiquement, on entend le mot lin, parce qu'avant que toutes les fibres synthétiques ou même le coton arrivent en Europe, tout le linge était en lin. Même en anglais, linen, c'est le même mot pour le linge, et le lin, linen, pure linen pour dire du pur lin. Et ça prouve que ça a vraiment son sens et que voilà, c'est la fibre d'hier et de demain plus que jamais. Je voulais juste vous annoncer une très bonne nouvelle. Paraît le 28 octobre aux éditions Actes Sud un grand livre sur le textile dont j'ai l'honneur auquel j'ai l'honneur d'avoir contribué pour le lin, justement, avec Alain Camilleri. Et donc, voilà, c'était juste, j'ai peur qu'on nous coupe la parole, donc c'est pour ça que je voulais quand même vous dire, précipitez-vous dans vos librairies préférées pour découvrir cet ouvrage. Paul, est-ce que tu veux dire, alors, je pense que tu as 30 secondes. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que disait Julien tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on parle du lin, on a une histoire très très ancienne derrière nous. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le futur comme dans un rétroviseur. Donc, quand on va au Louvre, on regarde des toiles de lin bio d'ailleurs, qui sont recouvertes de peinture à l'huile de lin bio également. Mais le lin bio qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, sur des t-shirts, sur des couleurs modernes, ça n'a rien à voir. Et les équipements
moderne, les conditions de travail, la manière de faire du commerce dans l'économie sociale et solidaire, on est en société coopérative d'intérêt collectif. C'est une manière moderne qui est différente de ce qui se fait en Asie, bien évidemment. Et donc, ce qu'on relocalise, c'est quelque chose de nouveau qu'on construit. Donc, ce n'est pas vraiment une relocalisation, c'est une réindustrialisation pour construire quelque chose de nouveau en s'appuyant par contre sur l'histoire, le patrimoine, les savoir-faire et la qualité des matières anciennes. Que nous fassions, construisons-le avec les autres, ne le construisons pas contre qui que ce soit, et je pense qu'on sera d'autant plus efficace. Faisons-le ensemble parce qu'on partage les mêmes valeurs et qu'on a les mêmes objectifs, et je pense que ça facilitera beaucoup de choses, mais qu'on n'a pas forcément suffisamment le réflexe par rapport à ça, alors qu'on aurait vraiment besoin de tous se serrer les coudes et de prôner l'union sacrée. Je sais que je suis un grand idéaliste, mais c'est ça que ça sera le mot de la fin pour moi. On t'accompagne avec le cœur.